il avait fait un cours sur Hobbes, il avait fait des choses comme ça, il pensait dans une certaine mesure, il avait une sorte de capacité dialectique à penser. Malgré lui. Et il l'a abandonné parce qu'il a sombré peu après dans le dogmatisme, qui est une pensée simple, mais la véritable pensée, je pense. Alors, c'est tellement difficile de penser dialectiquement. Il y en a deux qui, à mes yeux, l'ont fait pendant 2 siècles, qu'on peut comprendre qu'à certains moments, ça n'existe plus. Comme on m'accuse souvent d'être un petit peu trop prolixe, je vais passer tout de suite la parole à notre invité d'honneur. Nous avons 3 invités ce soir, je les montre à l'image. Donc en fonction de ce que nous avons à l'image, Franck Fiesbach, Denis Cambouchner et Marie Bourgeois, la fille de Bernard, à qui je vais donc demander non pas de nous présenter Bernard Bourgeois, mais de nous apporter son petit témoignage. Mon petit témoignage, c'est beaucoup d'émotions ce soir, car vous le savez, Bernard, il adorait venir ici. Il avait une estime et une amitié quasi fraternelle pour Dominique. Et quand il venait ici, c'était sacré. Il préparait longtemps à l'avance. C'était pour lui un moment extrêmement important. Et c'était quelque chose de très très cher pour lui de venir au Tropique. Il venait d'ailleurs beaucoup plus souvent, en dehors des interviews. Je sais qu'il venait voir Dominique le samedi ou n'importe quand. Je vais voir Dominique. On savait tous que ça allait durer un petit moment, qu'ils allaient causer, qu'ils allaient discuter et que ce serait un super moment très très agréable pour Bernard. Donc merci beaucoup de faire cet honneur à Bernard. Je suis sûre qu'il est avec nous et il sera très ému. Voilà. Je voulais remercier Franck, son élève, qu'il dit toujours très brillant, un élève qu'il estimait beaucoup, le professeur Cambouchner, monsieur le président, que Bernard adorait aussi. Et vraiment, je vous remercie beaucoup d'être là pour lui et d'être tous là. Voilà. Merci beaucoup. Bernard Bourgeois, notre éminent collègue, notre président à tous, est décédé en mars dernier, à l'âge de 94 ans. Il était né en septembre 1929. Et au printemps dernier encore, avant de se retirer en Saône-et-Loire, il venait à pied aux réunions du bureau de la Société française de philosophie. Il était toujours là. Ce qui le caractérisait, je crois, aux yeux de tous ceux qui l'ont connu, c'est une énergie incroyable, infatigable. Ma première rencontre avec Bernard Bourgeois passe par les livres. Fin 1970, il a publié chez Vrin la traduction de la Petite Logique de Hegel, c'est-à-dire la première partie de l'encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé. Je me souviens de ce moment. J'étais en Hippocagne et au printemps ou au début de l'été 1971, mes parents, à qui je serai toujours reconnaissant de n'avoir pas ménagé les achats de livres, m'ont offert ce livre que j'ai apporté avec une petite tache et le jaunissement bien naturel. Ce livre qui date de février 71, il coûtait 60 francs, ce qui n'était pas rien. Et c'est ma première rencontre avec Bernard Bourgeois. 648 pages, grand format, petit caractère, 100 pages de présentation qui sont toute une monographie en réalité sur la philosophie de Hegel. Bernard Bourgeois donnait successivement la traduction des 2 textes, des 2 éditions, grandes éditions de l'encyclopédie, 1817 et puis
1827-1830, avec de nombreuses notes de traduction et de comparaison et plus de 150 pages d'addition de Hegel à son propre texte. Bref, une merveille de publication scientifique. Et à cette époque-là, j'avais la tête dans Althusser, Derrida, la revue telle quelle, donc des choses extrêmement modernes. Alors, avec une présence de Hegel qui est restée dans les mémoires, c'est-à-dire que pour les deux philosophes que je viens de citer, Hegel était un sommet. Le spectre de Hegel les hantait. C'était le penseur, comme aurait dit Derrida, ou comme il l'a dit, incontournable. Celui qui a porté à leur maximum d'expression les virtualités de la pensée métaphysique. Et donc, il était entendu que si on voulait faire sérieusement des études de philosophie, il fallait étudier Hegel. Je me souviens d'ailleurs d'avoir consacré à Hegel une mémoire de maîtrise quelques années plus tard. Et là, qu'est-ce qu'on rencontrait ? On rencontrait une merveille de scientificité. C'est-à-dire que même si vous étiez, comme moi, à 18 ans, dans les idées de l'avant-garde, ça s'imposait comme un travail de fond et quelque chose qu'il fallait étudier avec humilité si on voulait comprendre quelque chose. Donc, dans la mesure de mes moyens et de mes possibilités, à l'époque, j'ai étudié. Et j'espère en avoir tiré profit, en avoir gardé profit. À ce moment-là, Bernard Bourgeois avait 40 ans. Il était chargé d'enseignement à la faculté des lettres et sciences humaines de Lyon. Chargé d'enseignement ne veut pas dire chargé de cours, c'était une sorte de grade qui était intermédiaire entre maître assistant et puis professeur, maître de conférence. Il y avait le chargé d'enseignement qui n'était pas encore maître de conférence au sens de l'époque, c'est-à-dire professeur on dirait aujourd'hui professeur de deuxième classe. Bon, sa carrière était déjà bien avancée. Il avait déjà publié 3 ouvrages, l'idéalisme de Fichte en 1968, la pensée politique de Hegel en 1969, c'est 2 choses dans la petite collection Philosophie des Pufs. Et puis chez Vrin, Hegel à Francfort, judaïsme, christianisme, hegelianisme, 1979, Vrin, maison à laquelle il sera d'une très grande fidélité, avec juste 3 autres ouvrages publiés au PUF, Philosophie et droits de l'homme, 1990, études hegeliennes, 1992, la philosophie allemande classique, 1995, je dis juste 3, c'est par rapport au nombre de ces publications, et puis 2 petits livres sur le vocabulaire de Fichte et sur le vocabulaire de Hegel dans la petite collection Ellipse de l'époque 1998-2000. Alors sa production sera évidemment considérable, avec la traduction et le cas échéant le commentaire des grands ou moins grands ouvrages de Hegel, l'encyclopédie des sciences philosophiques, traduction achevée en 2004, avec la philosophie de la nature, la 2e partie, la phénoménologie de l'esprit, publiée en 2006, à ce moment-là Bernard a 76 ans, oui. Je crois. La science de la logique achevée en 2016, et à ce moment-là, il a 86 ans. Et puis aussi le grand article de Hegel de 1802-1803 sur les manières de traiter scientifiquement du droit naturel ou les textes pédagogiques. Bernard a laissé de côté, me semble-t-il, le cours d'esthétique qui aurait eu bien besoin d'une nouvelle traduction. Quant aux leçons sur la philosophie de l'histoire, sur l'histoire de la philosophie, sur la philosophie de la religion, elles étaient déjà correctement traduites ou en cours de traduction. Et puis, on ne pouvait pas tout lui demander, absolument tout.
Mais tout cela est évidemment énorme et s'y ajoutent les grands recueils d'études des années 2000, ceux-ci eux-mêmes conçus sur un mode discrètement encyclopédique. Je pense au volume sur l'idéalisme allemand, Alternatives et progrès, paru chez Vrin en 2000, et à l'autre volume, en quelque sorte jumeau, sur la raison moderne et le droit politique la même année. Et puis au volume paru l'année suivante sur Hegel, Les actes de l'esprit, toujours chez Vrin. Et puis il y a les ouvrages de dimension plus limitée, parus en poche et que nous avons pu contempler dans la vitrine de Dominique. Cette question politique du jour, Vrin 2017, Penser l'histoire au présent, avec Hegel, sur l'histoire ou la politique, pour Hegel, et puis enfin le petit Schopenhauer-Nietzsche, du non, N-O-N, confortable, au oui déchirant de la vie, très beau titre, 2021, et j'oublie très certainement de citer quelques titres, mais quelle énergie en tout cela et quelle érudition. Je veux aussi évoquer l'homme d'institution avec une action qui est venue couronner en 2002 son élection à l'Académie des sciences morales et politiques, chose qui était évidemment très précieuse. Je n'ai pas connu directement Bernard comme professeur. Lorsqu'il a quitté Lyon pour Paris 1 en 1989, j'enseignais déjà pour ma part depuis 10 ans. Je ne me souviens pas qu'on l'ait beaucoup invité à l'école normale de la rue d'Ulm, qui était pourtant en quelque sorte sa maison natale. Promotion lettres 51, ni à l'époque d'Althusser et de Derrida, ni plus tard quand j'y ai moi-même été en poste. En revanche, je l'ai connu homme de jury, puisqu'il était membre du jury d'agrégation quand moi-même j'ai passé ce concours, je ne vous dis pas quand, et j'ai siégé à son côté lors de sa dernière année de présidence du jury d'agrégation en 1999, présidence qu'il avait déjà assumée de 1980 à 86, puis à nouveau en 98. Il serait évidemment vain de dénombrer ses autres responsabilités, direction de thèse, jury de thèse, coopérations diverses, Conseil national des universités, etc. Et puis, bien entendu, durant près de 20 ans, la présidence de la Société française de philosophie et la direction de la revue de métaphysique et de morale qui va avec cette présidence, puisque la Société française de philosophie est propriétaire du titre de la revue de métaphysique, qui a connu par ailleurs plusieurs éditeurs successifs. Dans ces diverses fonctions, grande était l'autorité de Bernard. On rencontrait certes en lui un homme du concept, de la pensée spéculative, mais aussi un homme de décision. Et si on regarde de près ses écrits, on est frappé par leur style affirmatif et par leur exceptionnelle fermeté au sein même de développement consacré aux matières les plus difficiles. Style affirmatif, ça veut dire aussi que la déconstruction n'était pas pour lui. Et je regretterai toujours d'une certaine manière, mais au fond pas tant que ça, d'avoir manqué, je devais soutenir ma thèse d'État la semaine suivante, une séance de la Société française de philosophie consacrée à l'enseignement de la philosophie, fin 1990, où l'échange avec Derrida, par ailleurs son cadet d'1 an et son camarade à l'école normale, tourna à l'orage, pas si directement entre Bernard et Derrida, mais tout de même c'était une séance extrêmement orageuse. C'était à la fin de 1990, un an après la remise au ministère de l'Éducation nationale du rapport de la commission de philosophie et d'épistémologie présidée par Jacques Derrida et Jacques Bouvresse, où on pouvait lire notamment ceci que j'ai retrouvé tout à l'heure. La crédibilité de l'épreuve de philosophie au baccalauréat implique un contrat clair avec les candidats quant aux compétences exigées d'eux et une diversification des exercices qui relativise la place de la dissertation. Un ensemble de dispositions devra garantir que les élèves ne seront confrontés qu'à des questions avec lesquelles ils auront préalablement pu acquérir une réelle familiarité. Il y avait là
c'est vrai, beaucoup de choses qui pouvaient susciter la... Oui. J'évoquerai une anecdote après à Oui, propos de ça. par quoi on pouvait être noblement irrité. Bon, je le dis d'ailleurs ayant été un proche de Derrida à qui j'ai consacré quelques écrits. Normalement, nous avons convenu que vous viendrez le présenter prochainement. Ah, oui, merci. Je vous rappelle ça. Hein. Oui, c'est oublié. vrai, c'est vrai. Alors évidemment, là où il y a décision, le pouvoir n'est pas loin, et indiscutablement, pouvoir il y a eu. Et je ne dirais pas que Bernard avait ses têtes, c'est pas ça. Hein. Ça n'est pas ça. Mais il distinguait en pratique, avec beaucoup de sûreté, ceux qui, ou ceux-là, ou celles-là qui avaient à ses yeux de la valeur, et les autres, ou le reste, qui en avaient moins. Et bon, cette autorité et ce pouvoir même, en même temps, se firent résistance. Enfin, il y avait en réalité un élément de résistance fondamentale. Et je me souviens, sans pouvoir en reconstituer les motifs, d'un vif conflit 10 ans après la séance dont je parle, un vif conflit avec le ministère à l'époque exercé, confié à Claude Allègre, donc à la toute fin des années 90. Bernard était atteint par la limite d'âge à la présidence de l'agrégation et par la limite d'âge tout court, devait prendre sa retraite, et il s'agissait non pas de son propre maintien à la présidence du jury, mais de sa propre succession, et Allègre voulut balayer, j'oublie les motifs, le jury républicain que Bernard avait constitué et maintenu, dans lequel il m'avait fait l'honneur de me compter, et contrairement à l'usage, ce jury fut si peu reconduit que nous apprenions chaque jour de l'oral. Nous étions rassemblés à la Sorbonne avec une certaine... il y a une certaine tension qui est constitutive de ces moments-là. Nous apprenions chaque jour les noms des collègues que la future présidente, désignée par le ministre pour la session 2000, je tairai son nom, elle habite l'arrondissement, que la future présidente était en train de recruter. La bataille fut rude et laissa, dans ce qui n'était déjà plus vraiment l'institution philosophique telle que Bernard la pensait, des blessures longues à cicatriser. S'il fallait le dire d'un mot, je dirais que Bernard Bourgeois, grand savant, homme d'autorité, travailleur infatigable, fut en toute chose un homme de foi. Je ne sais rien, mais rien de sa religion personnelle, sur laquelle il a toujours été d'une extrême discrétion. Mais la foi dans le concept, dans la philosophie avec ses monuments, dans ce qu'il appelait les institutions, dans les œuvres de l'esprit, cette foi-là était absolument constitutive et portait elle-même à son plus haut degré d'efficience. Oui, ça avait vraiment la communiquer. Et cette foi, je ne sais pas si on peut la partager, mais en tout cas, elle nous manquera. Merci. Bravo. Comme prévu au programme, nous passons la parole à un de ses élèves. Je confirme ce qui a été dit, c'est-à-dire puisque dans notre petite rencontre l'après-midi, il y a bien longtemps, je développerai ça tout à l'heure si vous voulez, après la vidéo, la discussion. Oui, il m'avait déjà parlé de vous précocement. Donc je suis ravi de vous accueillir, cher Franck Fiesbach, et à vous la parole. Merci beaucoup, mais justement, je veux évidemment d'abord vous remercier la librairie Tropique de m'avoir invité à participer à cet hommage que vous avez souhaité rendre à Bernard Bourgeois. Je suis évidemment très heureux d'être associé à cet hommage rendu à celui que je reconnais incontestablement comme mon maître en philosophie, que j'ai rencontré la première fois en 1989.
je voulais m'inscrire en DEA. J'avais fait une maîtrise déjà sur Eguel à Paris 4 et je voulais m'inscrire sur Eguel en DEA et j'étais prêt à partir à Lyon. Toutes mes dispositions étaient déjà prises. Oui, parce qu'il était à Lyon. Voilà, et il est arrivé à Paris 1. Oui, c'est ça, oui. À ce moment-là, donc à la rentrée, j'ai pu m'inscrire sous sa direction en DEA. Bernard Bourgeois m'avait dit, la dernière fois que j'ai pu discuter avec lui, c'était en 2017 lors du colloque pour le bicentenaire de l'encyclopédie, organisé conjointement par Paris 1 et Paris 4, il m'avait dit tout le plaisir qu'il avait à venir à la librairie Tropique et à y faire des interventions, à y participer aux discussions. Il faudra que vous y alliez, m'avait-il dit. Voilà, donc c'est chose faite. Et je ne pouvais évidemment pas imaginer que j'y viendrais et que ce serait pour lui rendre hommage. Dans les échanges qui ont précédé et préparé cette soirée, Dominique Mazuet a partagé un texte de Bernard Bourgeois dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Il s'agit du texte d'une conférence prononcée en 1985 à Poitiers, chez Jacques Donte, alors directeur du fameux centre Hegel-Marx de Poitiers, où j'ai d'ailleurs fait mes débuts grâce à Bernard Bourgeois, presque 10 ans plus tard, en 93. Ce texte de Bernard Bourgeois, introuvable, s'intitule... Je précise, mes petits camarades me l'ont signalé, que finalement, il a été mis en ligne sur Internet, sur Kern, Info, etc. Okay. Dans le cadre de Actuel Marx, qui était le cadre dans lequel la brochure, qui était composée uniquement de ce texte-là, avait été initialement publiée, parce que lui m'avait amené la brochure papier. Il m'a dit, elle est complètement épuisée, elle n'existe plus. Bref, je vous rends la parole. D'accord, mais effectivement, la mise en page correspond à celle des premiers numéros d'Actuel Marx, la première série. Mais c'était une brochure composée uniquement de ce texte-là. Ouais. Donc ce texte qui s'intitule « Le noyau rationnel hegelien dans la pensée de Marx ». Donc en fait, je viens de le découvrir, ce texte, et je le trouve extraordinaire. Il témoigne de la manière dont le hegelianisme de Bernard Bourgeois lui a permis d'aller directement au centre de la pensée de Marx et de le faire avec une précision, une rigueur et une puissance que beaucoup de marxiens et ou de marxistes patentés ne possèdent pas. Je confirme. Avec ce texte, Bernard Bourgeois se porte au plus haut point, au plus haut niveau de la marxologie française. Je suis encore loin d'avoir pris toute la mesure de ce texte, que je découvre en réalité seulement. Entre le moment récent où vous me l'avez donné à lire et aujourd'hui, le temps m'a manqué pour en livrer une étude et un commentaire approfondi. Je vais donc me contenter de développer dans mes propres termes et dans notre contexte d'aujourd'hui, qui n'est plus tout à fait celui de 1985, une idée qui se trouve dans le texte de Bernard Bourgeois. Cette idée est exprimée dès le début de l'article. Bernard Bourgeois écrit que la logique ainsi fixée du procès de production s'impose principalement comme une certaine organisation des deux mouvements fondamentaux de tout ce procès, les forces de production et les rapports de production. Organisation dont la détermination doit bien, aurait dû constituer, aussi par ses implications pratiques, un problème majeur du marxisme. Cette perspective est ensuite développée par Bernard Bourgeois dans la seconde partie de son texte, qui est aussi l'occasion pour lui de montrer comment certains marxistes se sont empêtrés dans ce problème majeur. L'exemple, en l'occurrence le mauvais exemple, est donné par Lucien Sève dans son introduction à la philosophie marxiste de 1980. Lucien Sève dissout la différence même entre force productive et rapport de production. Très étrangement, il considère que les forces productives sont elles-mêmes des rapports, ce qui le conduit à ne plus distinguer qu'entre deux types de rapports. D'un côté, il y aurait ce qu'il appelle les rapports des hommes avec la nature, qu'il assimile aux forces productives, et de l'autre, je cite encore Sève, les rapports des hommes entre eux, qui seraient donc les rapports de production proprement dits, ou strictement dits. Bernard Bourgeois proteste énergiquement contre la dissolution du moment décisif de la production que cela implique. Quant à moi, j'opposerai à Sève l'idée que ce qu'il appelle les rapports des hommes à la nature, c'est une expression vide de sens. Des rapports à la nature sont toujours des rapports sociaux à la nature, de sorte qu'il n'y a jamais de rapport des hommes en général à la nature, mais toujours des rapports à la nature spécifiés historiquement par un type déterminé de rapports sociaux. Je voudrais donc à mon tour, je suis désolé de vous imposer quelque chose qui prend un peu la forme
d'un exposé, mais en même temps, on ne se refait pas. Mais c'était ce qui était prévu. Bon, Et alors je voilà, pense je n'ai- que c'est ce qui est attendu. Tant mieux, tant mieux. Ça ne fait que 5 pages, hein, je vous précise. Bon, voilà. Donc, je voudrais à mon tour, à la suite de Bernard Bourgeois, m'inscrire dans ses pas, comme je l'ai souvent fait, et partir de cette erreur de Sèvres, et essayer de penser... Parmi beaucoup d'autres, Je vous et laisse la... Sèvres parmi tant d'autres, l'essentiel de ses je suis- confrères, Nous sommes d'accord. c'est une note de bas de tête. Que je n'ai pas écrite, mais j'aurais pu. Bon. En tout cas, à partir de là, donc essayer de penser la spécificité du rapport social capitaliste en tant qu'il est en même temps un rapport social déterminé à la nature. Plus exactement, je voudrais tenter de voir quel rapport à la nature implique ou induit la reproduction des rapports sociaux capitalistes. Je pars pour ça d'une remarque de Marx dans le livre 1 du Capital. Une remarque où il y a tout l'humour de Marx aussi. Qui dit puissance de travail ne dit pas travail, pas plus que celui qui dit puissance de digestion ne dit digestion. Fin de citation. Marx ajoute que ce dernier processus, la digestion, donc, nécessite autre chose qu'un bon estomac. Et de fait, ce processus nécessite qu'il y ait des choses à digérer. En d'autres termes, tant qu'il est question de puissance de travail, il n'est pas encore question de procès de travail réel. Ce procès nécessite des conditions, objets de travail, moyens de travail, qui permettent d'actualiser la puissance de travail, conditions qui sont précisément celles qui se trouvent entre les mains de l'acheteur de force de travail, tandis que le vendeur doit, au fait même d'être séparé de ces conditions, son statut de simple puissance de travail. Comme dit Marx, si cette puissance de travail n'est pas vendue, elle ne sert à rien au travailleur. Et le travailleur découvre alors, avec Sismondi, que la puissance de travail n'est rien si elle n'est pas vendue. C'est donc précisément parce qu'elle n'est que puissance, puissance nue, sans rien d'autre, séparée des conditions de son actualisation, qu'elle est contrainte de se vendre. Mais cette contrainte n'est elle-même pas autre chose que celle que subit un corps vivant qui doit se maintenir en vie. Qui dit puissance de travail ne fait pas abstraction des vivres nécessaires à sa subsistance. Citation de Marx. La nécessité d'entretenir et de reproduire les forces d'un corps naturel et vivant est donc ce qui pousse et contraint à la vente celui qui a été réduit à l'état de détenteur d'une pure puissance de travail. C'est qu'on ne vit pas en tant que puissance, mais en tant que corps naturel doté de force. Raison pour laquelle la valeur de cette puissance sera celle des moyens de renouveler l'ensemble des forces du corps vivant en question. Où l'on voit que l'institution sociale historique du travailleur, en sujet dépositaire d'une pure puissance de travail, ne supprime en rien la nécessité où il se trouve de devoir vivre et de devoir renouveler ses forces. L'élément vital et naturel fait retour, mais c'est parce qu'il n'a jamais disparu. Et il est en réalité présent de bout en bout. Dès le départ, puisque c'est la contrainte de la nécessité naturelle, comme dit Marx, qui pousse à vendre l'usage de ses forces, celui qui a été réduit à une simple puissance de travail. Et à la fin, puisque, comme il le dit, dans son activation, le travail occasionne la dépense d'un quantum déterminé de muscles humains, de nerfs, de cerveau, qu'il faut à nouveau remplacer. Mais cette nécessité naturelle est entièrement recouverte par un dispositif social. Et ce dispositif est celui qui fait trois choses, en l'occurrence. Premièrement, il superpose à la contrainte naturelle que connaissent tous les vivants d'avoir à entretenir et renouveler leur vie, il superpose donc à cette contrainte naturelle celle, pour certains humains, de devoir vendre une marchandise, à savoir leur force de travail. Deuxièmement, ce dispositif superpose à la nécessité de se procurer des moyens de subsistance pour vivre, la nécessité d'acquérir des marchandises. Et troisièmement, ce dispositif instaure une équivalence entre la valeur d'une force vitale et celle, la valeur, des moyens de subsistance nécessaires à l'entretien et à la reproduction de cette force vitale. On peut parler en ce sens d'une subordination de la nécessité naturelle à une contrainte sociale. Une subordination d'une nécessité naturelle à une contrainte sociale qui, en dernière instance, est celle qu'impose un rapport social de production qui est un rapport d'exploitation permettant l'extraction et l'accumulation de la valeur.
La reproduction du rapport capitaliste de production suppose la reproduction du clivage de la force de travail entre elle-même comme force naturelle et elle-même comme faculté subjective, entre elle-même comme réalité naturelle et elle-même comme sujet. La reproduction de ce clivage est la condition de la reproduction du procès de production en tant qu'il est inséparablement un procès d'exploitation. Marx écrit qu'une chose est claire, dit-il, la nature ne produit pas d'un côté des possesseurs d'argent ou de marchandises et de l'autre des gens qui ne possèdent que leur force de travail. Fin de citation. Un tel rapport n'a rien de naturel, il ne relève pas de l'histoire naturelle, comme dit Marx, pas plus qu'il n'est un rapport social qui serait commun à toutes les périodes historiques. Ce rapport est historique, social et spécifiquement capitaliste. Mais ce que Marx dit là du rapport entre les possesseurs d'un type de marchandise, les moyens de travail, et les possesseurs d'un autre type de marchandise, la force de travail, vaut tout autant de la seule force de travail. La nature ne produit pas, en effet, davantage une réalité qui, d'une part, est un sujet dépositaire d'une puissance abstraite, d'une simple capacité de travail, et qui, d'autre part, est en même temps un être vivant, une réalité corporelle et organique, dotée de forces physiques et psychiques réelles. On est donc en présence d'un rapport social qui, en tant que tel, n'est pas naturel, qui est historiquement engendré, mais qui, en même temps, intègre en lui une réalité parfaitement naturelle, à savoir des corps vivants dotés de forces naturelles qu'il leur faut renouveler. C'est la modalité de cette inclusion qu'il faut comprendre. Elle consiste à mettre au travail les forces naturelles de corps organiques en les contraignant socialement à le faire eux-mêmes dans des conditions précises qui sont celles d'un échange marchand. Le ressort social intervient en premier. Il consiste dans le fait d'avoir historiquement engendré, par la violence de l'expropriation, des individus qui ne peuvent plus directement vivre des produits de leur propre travail, puisqu'ils sont privés des moyens de travailler par eux-mêmes. Ces individus sont socialement engendrés comme les sujets d'une pure et simple aptitude à travailler, sans aucun moyen de la mettre en œuvre par eux-mêmes, cette aptitude. Le ressort naturel s'active alors et prend le relais. Ces individus doivent vivre. Ils doivent donc renouveler leurs forces et entretenir leur processus de vie, comme dit Marx. C'est ce qui les contraint à vendre à autrui l'usage de leurs forces, en échange d'un salaire qui leur permet d'accéder aux moyens de subsistance. Si l'analyse de la manière tout à fait spécifique dont la force humaine de travail est effectivement mise au travail sous les rapports socio-capitalistes est absolument centrale dans l'approche marxiste, ce n'est pas en raison d'un parti pris ou d'un préjugé anthropocentrique. C'est parce que c'est là que se joue la possibilité de la mise au travail spécifiquement capitaliste de toutes les autres naturalités et de l'ensemble de la nature, c'est-à-dire de l'ensemble de la zone habitable terrestre où se déroulent les échanges métaboliques, ce que Marx appelait les échanges métaboliques entre les sociétés humaines et leur milieu. La manière dont les forces des corps humains sont mises au travail sert de modèle à la mise au travail de toutes les naturalités sous les rapports socio-capitalistes. Pour brièvement l'exprimer sous la forme d'une thèse, je dirais que sous le capitalisme a lieu une subordination de la reproduction naturelle à la reproduction des rapports sociaux. Je vais revenir sur cette idée. La subordination des processus naturels à la reproduction des rapports sociaux est la spécificité du rapport social capitaliste à la nature. Dans les modes de production antérieurs, l'inverse prévalait. La reproduction des rapports de production restait subordonnée, soumise à la reproduction des processus naturels et vitaux. Dit autrement, cela signifie qu'il s'agissait de formations sociales dans lesquelles ce n'était pas la valeur d'échange du produit qui était prépondérante, mais sa valeur d'usage. Considéré au point de vue de la force de travail, pour dire la même chose de ce point de vue-là, ça veut dire qu'il existait bien déjà, antérieurement au capitalisme, des formes d'exploitation de la force de travail et donc des formes d'imposition même du surtravail. C'était par exemple l'imposition forcée de temps de travail supplémentaires sous la forme des corvées,
destiné à produire les moyens de subsistance des représentants de la classe détenant les moyens de production. Mais comme le dit Marx, je le cite, « Aucun besoin de surtravail illimité ne découlait du caractère même de la production, avant le capitalisme. Un tel besoin illimité en surtravail n'apparaît qu'avec les rapports de production capitalistes, quand le procès de production n'est plus seulement le moyen d'engendrer des valeurs d'usage, mais d'abord celui d'engendrer et d'accumuler de la valeur. Dans ce cas, celui qui a acheté l'usage de la force de travail vise à l'utiliser le plus longtemps possible, puisque cette prolongation lui permet d'engendrer la survaleur, et il vise donc à allonger le plus possible la journée de travail. À cette pression sans précédent, le travailleur résiste d'une façon, elle aussi, très précise et spécifiquement capitaliste. Il résiste en traduisant la nécessité naturelle où il est de ne pas s'épuiser à la tâche et de renouveler ses forces, en traduisant cette nécessité naturelle donc en un droit de préserver la valeur de la marchandise dont il est possesseur et vendeur. On retrouve ici la subordination de la naturalité à la reproduction d'un rapport social. La nécessité naturelle est bien là, elle est la nécessité pour un vivant de renouveler ses forces, mais elle est exprimée par le travailleur dans les termes suivants. Je cite Marx qui donne ici directement la parole au travailleur. Voilà ce que ça donne. C'est donc le travailleur qui parle dans le texte de Marx. Nous sommes dans le livre 1 du Capital, chapitre 8. Je revendique, dit le travailleur, c'est pas Marx qui parle, je revendique la journée de travail normale parce que je revendique la valeur de ma marchandise, comme n'importe quel autre vendeur. Fin de citation. Ça veut dire que la volonté de survie, la lutte d'un vivant contre l'épuisement de ses forces naturelles ne peut plus se dire autrement que dans des termes qui expriment la reproduction d'un rapport social. Donc, comme volonté de préserver la valeur de la force de travail en tant que marchandise. Où l'on retrouve le rôle de modèle que joue la subordination de la naturalité de la force de travail pour la subordination de toutes les autres naturalités à la reproduction des rapports sociaux capitalistes. Car, dit Marx, je le cite, le désir effréné qu'a le capital d'aspirer des quantités démesurées de force de travail n'a d'égal que le pillage et la dévastation des ressources naturelles auxquelles il procède, le capital. Cela est souligné par Marx quand il note, je le cite, que la limitation du travail de fabrique a été dictée par la même nécessité que celle qui répandait le guano sur les champs d'Angleterre. La limitation de la durée de la journée de travail obéit en effet au même impératif que l'épandage de guano dans les champs. La première, la limitation de la durée de la journée de travail, permet d'empêcher l'épuisement de la force de travail en tant que force naturelle. Le second, l'épandage de guano, permet de contrecarrer la baisse de fécondité des terres. Et le recours aux deux s'impose, y compris aux capitalistes et aux landlords, quand ils s'aperçoivent, je cite Marx, que la même cupidité aveugle, qui dans un cas avait épuisé la terre, avait dans l'autre atteint à sa racine la force vitale de la nation chez les travailleurs. Ceci dit, ces deux solutions ont aussi en commun d'être adoptées dans le cadre des rapports de production existants. Ni l'une ni l'autre de ces deux solutions, ni la limitation de la durée de la journée de travail, ni l'épandage de guano, ne remettent en cause la subordination générale des processus naturels à la reproduction des rapports sociaux. Au contraire, elles sont des solutions des solutions entre guillemets, qui permettent de maintenir cette subordination et les rapports qui vont avec. On comprend alors quelle pouvait être l'issue entrevue par Marx. C'est la suivante: inverser ce rapport de subordination et donc soumettre la reproduction des rapports sociaux à la reproduction des forces naturelles et des processus qui rendent la Terre habitable. C'est ce que Marx donne à comprendre à la fin du chapitre 13 du livre 1 du Capital, quand il explique, je le cite, que la production capitaliste, en détruisant les facteurs d'origine simplement naturelle du métabolisme entre l'homme et la Terre, oblige en même temps à instituer systématiquement
celui-ci, c'est-à-dire le métabolisme entre l'homme et la terre, en loi régulatrice de la production sociale, sous une forme adéquate au plein développement de l'homme. Il est donc question ici de soumettre la reproduction sociale, donc au premier chef celle des rapports de production, à la loi du métabolisme. Il s'agit de faire de l'échange équilibré de matières, solides, liquides, gazeuses, organiques, inorganiques, entre la terre et les formations sociales, le principe qui doit réguler les façons de produire propres à ces dernières, aux formations sociales, et de le faire d'une manière, comme dit Marx, qui permette le plein développement de l'homme, où l'on comprend qu'il ne s'agit pas ou plus du développement des forces de production, mais du libre développement et épanouissement de l'ensemble des facultés humaines. La proposition marxienne est donc de soumettre les rapports sociaux de production aux conditions d'un métabolisme équilibré entre l'homme et la terre, entre les formations sociales humaines et leur environnement naturel. L'objectif est de faire en sorte que l'équilibre métabolique entre terre et société devienne la loi qui régule les rapports sociaux de production et donc la production elle-même. Dans les termes du Marx, du livre 3 du Capital, avec lequel je finirai cette fois, donc livre 3, il s'agit, je cite le livre 3, il s'agit de faire que, dit Marx, que l'homme social, les producteurs associés, règlent rationnellement leurs échanges avec la nature et qu'ils accomplissent ces échanges en dépensant le minimum de force et dans les conditions les plus dignes et les plus conformes à la nature humaine. Fin de citation. Régler rationnellement les échanges métaboliques avec la nature, c'est respecter, ça signifie quoi? Ça signifie respecter l'équilibre de ces échanges. C'est faire d'un métabolisme équilibré entre la terre et les formations sociales une loi à laquelle on subordonne la reproduction des rapports sociaux. Exactement l'inverse de ce qui se passe dans le capitalisme. Ce qui ne peut se faire en dehors de nouveaux rapports de production qui devront aussi être de nouveaux rapports de production à la nature, où l'expression « à la nature » ne signifie plus le rapport à un objet externe, à un globe sur lequel nous serions comme posés, mais la subordination de la reproduction sociale à celle des équilibres métaboliques dont dépend la possibilité même de la vie, et pas seulement de la nôtre. Ce qui nous reconduit, pour finir, je vais m'arrêter là-dessus, au texte du jeune Marx, publié en 1843 dans les Anecdota de Ruge, par lequel Bernard Bourgeois avait choisi d'ouvrir son article sur le noyau rationnel hegelien de la pensée de Marx. L'article de Bernard Bourgeois s'ouvre par cette citation du texte de Marx dans les Anecdota de Ruge. Et le texte de Marx est le suivant, je résume pas, c'est bien le texte de Marx, mais j'abrège, je ne le cite pas en entier. Vous admirez, écrivait Marx, la diversité enchanteresse, la richesse inépuisable de la nature. Vous ne demandez pas à la rose d'avoir le parfum de la violette, mais vous voudriez que ce qu'il y a de plus riche, l'esprit, ne puisse exister que d'une seule manière. Fin de citation de Marx. On peut maintenant compléter en disant que lorsque l'esprit n'existe plus que dans la seule modalité des rapports sociaux capitalistes, ce sont justement la diversité enchanteresse et la richesse de la nature qui s'épuisent inéluctablement. Je vous remercie. Je vais profiter, donc je vais ne pas faire l'intervention que j'avais prévue, mais je suis ravi du choix que vous avez fait à propos du texte qu'on a présenté tout à l'heure de Bernard. Je voulais faire deux petites remarques. La première, merci en présence en plus d'un cartésien de rappeler que Marx était cartésien, puisque tout ce que vous nous dites c'est tout simplement l'homme comme maître et possesseur de la nature, et c'est ce qui fixe ses responsabilités de l'un face à l'autre, du sujet comme à l'objet. Et la deuxième, c'est peut-être d'expliquer, parce que les gens, je pense, vont lire, on pense le republier, en faire une édition critique, donc je vous solliciterai l'un et l'autre, si vous êtes d'accord, puisque Tropique devient aussi éditeur progressivement, notamment de ces grands textes à méditer.
Et donc, il faut juste évoquer, alors peut-être que, mais d'après ce que vous nous avez raconté de vos rapports et de votre histoire avec Bernard Bourgeois, l'un et l'autre d'ailleurs, vous allez comprendre tout à fait où je veux en venir, le fait que quand on connaît à peu près le contexte du texte, on comprend la remarque, la petite moquerie que je vous ai racontée de Bernard quand il m'amène le texte. Je lui dis mais c'est formidable, entre autres, surtout à l'époque, la charge contre Althusser. Vous avez débiné à juste titre Sèvres, qui était supposément l'adversaire d'Althusser. Quand on lit leur correspondance, on s'aperçoit qu'ils étaient surtout adversaires en flagornerie réciproque. Mais enfin bon, ils rivalisaient sur ce plan-là, c'est sûr. Mais en incompréhension de Marx, pour les raisons que vous avez rappelées entre autres, oui. Alors, est-ce que vous pourriez évoquer en quoi, sommairement, à titre de vulgarisation préliminaire, pourquoi ce qui explique formidablement le texte de Bernard est d'une exceptionnelle densité. Je comprends que vous mettiez du temps. Il y a et il est question d'économie marxiste. Bourgeois a parfaitement compris ce que n'ont pas compris ni les philosophes prétendument marxistes, et encore moins les économistes prétendument marxistes, ce que c'est que la critique de l'économie politique. Bourgeois, lui, l'a parfaitement compris. C'est ce que montre ce texte. Et donc, je vous laisse la parole. Pourquoi est-ce un énorme pavé dans la mare des Althussériens? Oui, pour une raison. Alors, pour aller droit à l'essentiel, Bernard Bourgeois soutient dans ce texte une thèse exactement opposée à celle d'Althusser, s'agissant précisément du rapport entre force de production et rapport de production, puisque Bernard Bourgeois pose le primat des forces de production sur les rapports. Ce qui est exactement l'opposé de ce que soutient Althusser, qui n'a cessé, lui, de dire que les rapports sociaux de production étaient déterminants, que les forces productives ne se développaient qu'à l'intérieur de rapports sociaux pré-institués, pré-donnés, qui sont le cadre, toujours le cadre dans lequel les forces productives se développent. Donc Bernard Bourgeois développe la thèse exactement opposée, et la justifie. Voilà. Alors, c'est pour ça que je dis que j'ai pas encore fini, parce que la manière dont beaucoup de choses fondamentales dans ce texte, en rapport justement avec le rationalisme. Et puis aussi, j'ajouterais juste que il ne traite pas, Bernard Bourgeois ne traite pas Bernard Sèvres et Lucien, excusez-moi, c'est à cause des prénoms là. Il ne les cite pas d'ailleurs. Je crois qu'il y a une fois le nom de Sèvres. Peut-être, oui. Et Althusser en note. Ah oui, oui. Ouais. À de nombreuses reprises, il a bien lu, Enfin, je veux dire, il connaît. Mais à l'époque, tout le monde les avait reconnus. Oui. Mais il aimait pas au même niveau quand même. C'est clair que Bernard Bourgeois met Althusser au-dessus de Sèvres. Oui, bien sûr. Voilà. Comme nous d'ailleurs. Oui, voilà. Je veux dire, il reconnaît une fécondité de ses analyses, même s'il n'est pas d'accord, mais il le prend très au sérieux. Alors que Sèvres, manifestement, là, il le corrige comme on corrigerait un étudiant, sur un certain nombre de points. Oui, c'est important que vous disiez ça parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, mais parmi nos petits camarades, il y en a qui se sont émus, notamment les adeptes de le marxisme est un humanisme, qui se sont émus du fait que je disais, mais à quoi bon s'intéresser à nous exhumer Lucien Sèvres? Bon, bref, je vous laisse terminer. Donc oui. Voilà. Je me pose la même question. J'ai été très surpris, c'est là qu'on voit qu'on vieillit, qu'il y a toute une jeune génération qui s'est enthousiasmée. C'est mes propres élèves aussi. Je suppose que vous avez remarqué que dans l'état de nullité, de déréliction totale théorique où il se trouve aujourd'hui, on nous exhume toutes sortes de vieux trucs. Donc ça fait longtemps qu'on avait pu, à juste titre, les renvoyer aux poubelles de l'histoire. Donc de l'histoire intellectuelle. Donc, mais ça donne une idée. Alors ça, c'est mon ultime question puisque vous enseignez aujourd'hui. Vous savez, peut-être vous avez regardé un petit peu ce qu'on fait. C'est une de mes maraudes d'expliquer qu'on n'a pas été toujours dans l'état absolument catastrophique de docte ignorance dans laquelle évoluent les nouveaux impétrants, profs de philo, étudiants en philosophie actuels. On est quand même et je parle non seulement du niveau général des élèves,
ils y sont pas forcément pour grand-chose d'ailleurs, parce que ça vient surtout et avant tout de leur maître ignorant. Donc je vous invite pas à vous mouiller, à vous faire mal voir de toutes sortes de gens. Déjà le fait de venir ici, vous savez que vous êtes déjà un peu marqué. Mais stalinien, ou bon, pas dire plus, pire cartésien, non mais quelle abomination, par les temps qui courent. Donc, oui, voilà, alors ça c'était peut-être, et après je vais laisser la parole aux questions du public. Est-ce que, là c'est une question que je vous adresse à tous les deux, est-ce que, et sans vous vouloir, encore une fois, vous mettre, vous faire de nouveaux ennemis, quel serait votre commentaire là-dessus? À propos de... Les étudiants. De l'État quand même, à propos de ils en sont à nous exhumer Lucien Sèvres. Je parle de ceux qui sont supposés s'intéresser au marxisme, etc. Et il y a pire, alors donc voilà. Le remède. Oui, le remède, oui, bien sûr. Mais le remède, c'est déjà... on peut... mais- pardon, non, la parole était à toi. Vas-y, Non, je t'en prie. Il y a dans les études philosophiques d'aujourd'hui, je parle des études à l'université, une tendance à la balkanisation. Il y a des tribus, il y a des obédiences différentes. Les analytiques, non, on peut dire il y a quelques échanges de temps en temps entre des membres de tribus différentes et aussi des collègues et des étudiants avancés qui s'attachent à réaliser des médiations, mais dans l'ensemble tout est très divisé. Ce qui manque, me semble-t-il, aujourd'hui, plus que jamais, c'est le genre de culture dont Bernard était représentant, c'est-à-dire malgré tout une expérience des grands textes. C'est vrai, avec ce qu'ils ont de terriblement ardu. La patience, non pas simplement du concept, enfin la patience du concept vue du côté Une insiste très brève. des lecteurs Ici et même, vous des regardez, étudiants. je ne sais plus dans quelle vidéo, il y en a eu beaucoup, vous avez le témoignage, il me l'avait dit de toute façon en privé, mais il l'a répété je crois en public, qu'il s'était intéressé à Hegel parce qu'il n'y comprenait rien. Oui, c'est un ressort classique. Oui. Mais bon, alors il y a Hegel, on pourrait parler de Platon, on pourrait parler d'une quantité de textes dont l'importance historique n'est plus à démontrer. On trouve du Descartes dedans aussi. Le cas de Spinoza est un peu spécifique, parce qu'il y a un culte. Hein. On avait beaucoup parlé aussi avec Il y a un culte de Spinoza. Il n'y a plus aujourd'hui de culte de Hegel. Assez peu de Marx, hein, et très peu des autres penseurs de la grande tradition. Bon, il ne s'agit pas du tout de faire de l'euro-occidentalo-ethnocentrisme et de réduire la réalité de la philosophie à une tradition. Simplement, c'est vrai, la tendance est plutôt à délaisser la pratique intensive des textes, et ça pour des raisons qui sont les rapports de production, hein, les rapports sociaux de production, tout de même. C'est-à-dire, ça tient aussi à l'environnement numérique et à tout ce que ça change à nos habitudes, c'est-à-dire le problème est celui de la lecture profonde. Hein. Le délaissement du temps de la lecture retentit jusque au niveau... Alors, il y a naturellement, il reste de très bons étudiants et des collègues qui remarquent des jeunes gens de tous les genres remarquables, mais c'est pas leur aptitude.
Non, Pour non, les non, mêmes mais raisons qui ont été expliquées par Francis Bach, marxiste. il y a leur aptitude des n'est pas en cause, des individus, c'est le rapport il social. y a encore des subjectivités très, très engagées, ça c'est sûr, mais ce sont des exceptions par rapport à une norme enfin une norme statistique, hein, qui tend à baisser s'agissant de la capacité d'assimilation et de la capacité de méditation autour d'objets qui ne sont pas forcément les objets d'élection, les choses qu'on a choisi d'étudier, mais bon, d'autres auxquels justement on ne comprend rien d'abord. Bon. Je passe là, je promets la parole au public. Est-ce que ce n'est pas tout simplement ce que nous autres, les marxistes, donc théoriquement les léninistes, nous connaissons bien, c'est-à-dire l'intérêt, la compréhension de la fameuse maxime, le mot d'ordre essentiel de Lénine, apprendre, apprendre, apprendre. Ils ne veulent plus du tout apprendre, puisqu'ils sont supposés, c'est le principe des conneries diffusées déjà par Rancière, du maître ignorant. Ils n'ont pas besoin de maître, ils savent déjà tout spontanément, ils n'ont qu'à se révéler à eux-mêmes. Donc ça, on les a tellement encouragés à ça, parce que c'est justement le rapport d'accumulation et le rapport social de production qui optimise ça avantageusement pour nous amener là où nous en sommes. Voilà, mon idée, c'est que le apprendre, ça c'est encore trop d'efforts. Oui, non mais Rancière c'était plus spécifique que ça, et la docte ignorance c'est encore oui, non mais d'accord, mais Rancière, c'est calamité de Rancière, je vais vous dire. J'évoque souvent pour rigoler avec son condisciple. On peut dire que la seule chose qui s'est vraiment développée, c'est l'ignorance, et grâce à ces conneries. C'est vrai que ça n'a pas fait beaucoup de bien, mais Franck voulait enchaîner. Oui, non, mais c'est anecdotique, mais il y a une bonne manière, je l'ai testé cette année, il y a une bonne manière de guérir de Sèvres, c'est de faire cours sur Althusser, parce que c'est quand même autrement plus exigeant. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que dit Althusser, mais pour ce qui est de la rigueur conceptuelle et de la lecture des textes, c'est une sacrée école. Et voilà, et donc voilà, on peut guérir comme ça. De lire d'abord oui, Bernard Bourgeois, évidemment Hegel et Marx. Alors, peut-être que le public a des questions. Léon. Alors, j'ai deux questions sur votre intervention. La première, donc vous avez émis la thèse, donc si je reprends, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, que la subordination de la reproduction naturelle est subordonnée au rapport de production et que ça, ce serait la spécificité du mode de production capitaliste. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ça de Marx, hein, donc, notamment si on reprend la préface de la contribution à la critique de l'économie politique, ce fameux passage... les hommes entrent dans des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté. À un certain stade de leur développement, les forces productives sont entravées par les rapports de production et donc s'ouvre une période de révolution. Bon, je cite de mémoire. Voilà, mais j'ai pas l'impression, enfin dans ma compréhension, peut-être que je me trompe. J'ai pas l'impression que ces affirmations-là sont spécifiques au mode de production capitaliste chez Marx. Mais alors dans ce cas-là, les rapports de production qui entravent le développement des forces productives, qui contiennent la nature, la force productive, la force de travail, c'est déjà une force productive. Et il me semble que, et j'ai du mal à comprendre en quoi, par exemple, dans le féodalisme, le rapport de production ne détermine pas la reproduction naturelle. En quoi ce ne serait vrai que dans le mode de production capitaliste. Donc j'aimerais par exemple que vous développiez en quoi, par exemple, dans le mode de production féodale, en quoi c'est bien la nature qui reproduit les rapports sociaux en quoi c'est la nature qui reproduit la force de travail et pas les rapports sociaux. Ou alors peut-être que j'ai mal compris votre thèse. Non, mais si on est précis sur les termes, c'est la nature, elle reproduit rien du tout toute seule. Voilà. Ça, c'est ce que disent certains étranges marxistes nord-américains aujourd'hui,
Forster, par exemple. Non, c'est Jason Moore. Forster, c'est du grand n'importe quoi. Ouais, mais mieux, c'est Jason Moore. Parce que là, c'est peut-être plus sérieux, mais Bellamy Forster, c'est quand même la grosse. Parce que chez Moore, la nature devient elle-même capitaliste. C'est très étrange. Oui, oui, parce que c'est naturel, le capitalisme. Oui, donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans des sociétés autres que capitalistes, la production, on va dire autrement, plus simplement, disons, la production économique est organisée sous la nécessité d'avoir à reproduire les conditions de la vie. Donc ça veut dire que les cycles de reproduction de la vie déterminent, conditionnent la production économique. Hein. Alors que dans le capitalisme, on s'émancipe de cela, hein, pour des raisons qui sont d'abord des raisons de révolution technique, technologique, industrielle, hein, qui bouleversent, qui permettent par exemple de s'émanciper de s'émanciper de la dépendance, hein, au cycle du carbone, au cycle court du carbone. Hein. Dès lors que vous puisez dans des ressources fossiles, hein, vous vous émancipez, vous libérez la production, par exemple, de la dépendance à l'espace. Alors que cette dépendance avait été totale dans tous les autres modes de production antérieurs. Hein. Et ça, c'est un phénomène tout à fait extraordinaire, qui génère de nouvelles dépendances. Hein. C'est pas du tout une libération, etc. Ça entraîne d'autres formes de dépendance, et notamment, sans doute, à des processus géologiques dont la temporalité est incompatible avec le temps historique, qui est celui des sociétés. Donc ça nous... Hein. Je suis froid parce que, en plus, dans le texte de référence, si j'ose dire, dont nous parlons de Bernard, il s'agit de rappeler que Marx est rationaliste au sens où Hegel l'était lui-même et où ils sont tous cartésiens en réalité. Mais il le fait en expliquant justement cet aspect, c'est-à-dire que c'est l'histoire. L'histoire nous fait en même temps que nous la faisons. C'est ça le côté dialectique. C'est là qu'il est hegelien aussi, clairement. Mais là où je vous rejoins dans ce que vous disiez, le texte que vous mentionniez décrit un mécanisme, si je puis dire, qui lui est transhistorique, c'est-à-dire toute révolution, tout bouleversement d'un mode de production donné se produit, selon Marx, de cette manière. Donc ça n'a rien de spécifiquement capitaliste. La succession des modes de production suppose à chaque fois ce développement des forces productives qui atteint un certain niveau d'incompatibilité avec les rapports sociaux, etc. Hein, si tu lis bien le texte que tu fais référence, tu verras qu'à la fin, il t'explique que c'est pas du tout propre au régime capitaliste de production. Voilà. Mais là, il n'y a pas de... Mais dans ce texte-là, la nature est la grande absente. Hein, c'est pas... Voilà. Alors, est-ce que je peux poser une deuxième question rapidement ? Après, j'en aurais fini. Donc, vers la fin de votre exposé, vous disiez que la proposition de Marx serait non pas de subordonner les phénomènes naturels au développement des forces productives et des rapports sociaux capitalistes, mais le contraire. Et là où il y a quelque chose qui m'a laissé un peu perplexe, c'est que vous avez parlé d'équilibre et d'harmonie entre la Terre et les hommes. Alors, il ne me semble pas avoir lu équilibre et harmonie entre les hommes et la nature chez Marx. D'ailleurs, il n'y a pas d'équilibre dans la nature. La nature est une dynamique. L'équilibre, enfin, si on veut en venir aux idéologies actuelles, l'équilibre climatique, ça n'existe pas. Il y a toujours eu des évolutions, etc. Donc c'est là où j'étais un petit peu perplexe. Enfin, tirer des lois d'équilibre, de prétendu équilibre qui n'existe pas, puisque c'est pas un équilibre, c'est une dynamique. C'est un physicien qui vous parle. Déduire de l'équilibre et de l'harmonie entre les hommes et la nature des lois de production, ça me semble un peu étonnant. Voilà. Franck, mais comme tu sais, je suis cartésien, qui va imaginer justement la notion d'état physique, mécanique, pour parler justement d'un équilibre à l'intérieur d'un mouvement, c'est Descartes. C'est la physique de Descartes. Oui, non, mais là aussi, je comprends votre étonnement. D'ailleurs, alors, il faudra que je me relise, mais je ne me souviens pas avoir utilisé le terme d'harmonie. Je ne crois pas. Non, je me relis en même temps que je vous parle. Je ne le vois pas. Ah, équilibre, oui. Non, parce qu'harmonie, j'aurais des réticences. C'est aussi quelque chose de statique. Oui. Non, pas forcément. Non, alors attendez. Attendez. Le terme d'équilibre est utilisé par Marx. Harmonie, non. C'est pour ça que moi non plus, je ne l'utilise pas. Mais équilibre, oui.
Et il l'utilise dans un contexte très précis, c'est pour décrire le cycle métabolique, les échanges métaboliques entre société humaine et nature. Et il pose, c'est dans le livre 3, à la fin du livre 3 du Capital, il pose que le capitalisme déstabilise, déséquilibre les échanges métaboliques. Donc alors on peut nous dire qu'il se trompe, il dit n'importe quoi, c'est possible, hein, mais déjà, voyons ce qu'il dit. Hein. Et donc là, il est très clairement question, c'est pour ça que les marxistes dont on parlait tout à l'heure, Forster et compagnie, se trompent, parce qu'ils appellent ça le metabolical rift, hein, la rupture métabolique. Mais Marx n'a jamais parlé de rupture métabolique. Il parle d'une rupture d'équilibre métabolique. C'est pas du tout la même chose. Eux, ils parlent de rupture d'équilibre. Donc on a l'impression, voilà, il y a un gouffre qui se crée. Ça permet d'aller dans le sens d'une sorte de séparation entre la société capitaliste qui vivrait hors sol, coupée de la nature, etc. Pas du tout. Là, c'est tombé dans le piège de l'idéologie. Elle se présente comme telle, mais elle a plus besoin d'échanges métaboliques avec la nature que tout autre type de société. C'est une société qui puise dans les ressources comme aucune autre ne l'a fait. Oui, mais ce qui est important de préciser, parce que ça, c'est aussi un des contresens parmi tant d'autres que font tous les gens sans importance, on ne va pas les citer à nouveau, qui est que à l'origine de ça, c'est qu'il y a l'accumulation de la marchandise, qui est la spécificité du système, du régime de production. Ce n'est pas le fait qu'il y a besoin d'une productivité. Marx ne met pas en cause la productivité qui est nécessaire. N'importe quel régime de production, il a pour objet de produire, et de manière optimale, dans l'intérêt de ses agents, évidemment. Le problème vient de l'accumulation. C'est ça qu'ils ont, entre autres, pas compris. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont anti-productivistes ou autres, et qu'ils n'ont pas compris d'ailleurs entre productivité et compétitivité les nuances que font les économistes un peu sérieux. Mais bon, ça c'est aussi pour enfin si, je pense qu'on est d'accord. Et ça, encore une fois, parce que je veux rappeler à l'origine de notre rencontre ce soir, de manière très surprenante, c'est une des choses qui m'a le plus frappé quand j'ai lu le texte de Bernard Bourgeois. En peu de mots, avec une belle concision, il parle de tout ça, il le dit, il le met comme justement la démonstration du noyau rationnel hegelien, entre autres, de Marx. Parce qu'il s'opposait à ce type d'antirationalisme que nous avions, il y en avait de toutes sortes, surtout à l'époque. On aura l'occasion d'en parler quand vous viendrez nous commenter votre petit essai sur Derrida, cher Denis. Eh bien, l'anticartésianisme, ce n'était pas le cas d'ailleurs de Derrida. D'emblée, vous pouvez être certain que je ne vous mettrai pas sur les charbons ardents avec ça. Mais qui était le cas de Foucault, bien, en revanche. Absolument. Donc il faut voir que là, et il le fait en des termes absolument marxistes, c'est-à-dire hegeliens. Marx lui-même avait reconnu que c'était le vieux Hegel qui avait bien compris le mouvement dès le début. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Je parle à un physicien, astrophysicien, également mathématicien, donc un scientifique sensible à ça. Oui, l'important, c'est les lois de mouvement. Justement, et c'est ça sur quoi va travailler Marx, et c'est ça sur quoi travaillait également Hegel. On a parlé l'autre soir de son intérêt, avec certains qui sont là d'ailleurs, de l'intérêt de Bernard Bourgeois, devenu hegelien, pour la passion qu'avait Hegel pour les mathématiques, j'ai son témoignage il en avait souffert, enfin il avait beaucoup transpiré, il avait dû aller voir tous ses collègues quand il a dû traduire ses collègues mathématiciens de l'Institut et d'ailleurs, quand il s'est intéressé au passage de la science de la logique consacrée aux maths de Leibniz. Enfin, et d'une manière générale à la modernité des mathématiques à cette époque-là. Autre question peut-être. On dirait que non, mais si, vas-y. C'est une question en forme de blague. Ou une blague en forme de question, je ne sais pas. Mais est-ce que vous qui êtes philosophe, reconnaissez un père dans ce personnage qu'on a présenté comme le président philosophe? Non. Parce qu'il y a une chose dont il faut se méfier. Un père PAIR. Non, parce qu'on en a quand même fait des tartines là-dessus. C'est un philosophe ricoeurien, supposément.
Oui, enfin, il n'a passé aucun concours en philosophie. Voilà, quel rapport? Oui, c'est Voilà, du donc, pipeau, c'est ça. Voilà, c'est Oui. pas une question, c'est une remarque du public. Si on n'a Mais il pas a de- tenu à ce qu'on sache qu'il avait fait à Nanterre son mémoire de maîtrise avec Étienne Balibar. Ça, c'était pour avoir la caution. Ah bon oui, alors avec Balibar, Ah mon bon Dieu, il n'a Avec pas l'air Étienne, d'être au lui, courant parce que Balibar a eu beau chercher. catastrophe. Mais il a eu beau Aussi. chercher, il n'a jamais retrouvé le mémoire en question. je crois que j'étais directeur du département de philosophie à l'époque, à Nanterre, mais C'était sur ma je ne pouvais pas connaître tous Non, les sur Hegel, étudiants. en plus. Ah bon? Oui, apparemment sur Hegel, Un sur les mémoire. principes de la philo du droit. Un mémoire. Ouais. Bon, Sur les bon. principes de la philo du droit. Non, par Il charité, n'en a pas tiré grand-chose. par charité sinon chrétienne, du moins, ou bienveillance, comme on dit aujourd'hui, on n'insistera pas ni sur Balibar ni sur tout ça. Marie, Je excusez-moi. voulais vous dire que Bernard m'a averti juste avant qu'il ne parte d'ouvrages manuscrits non publiés et il y a ça sur Marx. Marx devient Marx, enfin il y a... Ah, alors là, en public, on a essayé. Bon, Incroyable. on va certainement avoir, comme je vous l'ai expliqué, nous envisageons, nous démarrons une activité Oui, d'édition. Je pense que ça risque d'intéresser beaucoup d'autres gens, mais en tout cas, ça nous intéresse, nous, énormément. Et donc, bah voilà, votre conclusion personnelle. Voilà, et puis il y a d'autres ouvrages manuscrits, Kant et les études hegeliennes aussi, qu'il faudra que je... Oui, je sais qu'il comptait beaucoup sur vous pour Voilà. ça. J'ai souffert en tapant justement les formules mathématiques. Ah oui. Ça, je peux vous le dire. Parce que c'était très compliqué à... Et il en a souffert parce qu'il m'en avait beaucoup parlé. Maintenant, messieurs, ultime hommage à Bernard, votre père, pris à hier. Non, pour ma part, je suis heureux d'avoir découvert, ou en tout cas mieux connu, grâce à vous, Dominique Franck, le Bernard Bourgeois, lecteur de Marx. Et il me paraît effectivement important de marquer cette dimension de sa réflexion. Ça ajoute à ce qui est d'ores et déjà un héritage tout à fait considérable. Et que Je vais passer tout de suite la parole à... de mettre en valeur comme il se doit. La parole à Franck, mais ça aussi, je pense qu'on l'a sur une vidéo, mais c'était quelque chose qui revenait souvent dans nos conversations. Peut-être qu'il faisait notre connivence, en dépit de toutes nos controverses amicales. C'était, oui, depuis... il avait même dit ça, je crois, si même en public, puisqu'il y avait elle devait venir aujourd'hui, la directrice commerciale de Vra, charmante, hegelienne d'ailleurs, Elisabeth. Et vous allez comprendre pourquoi ça la faisait un petit peu piquer du nez. C'est depuis Hegel et Marx, il n'y a plus rien. Dans le dogmatisme, qui est une pensée simple, mais la véritable pensée, je pense. Alors, c'est tellement difficile de penser dialectiquement. Il y en a deux qui, à mes yeux, l'ont fait pendant 2 siècles, qu'on peut comprendre qu'à certains moments, ça n'existe plus. C'est les deux seuls et les deux derniers qui ont su se coltiner la contradiction dans la logique et donc dans la métaphysique et la philosophie. Donc c'était c'était vraiment notre débat permanent, Hegel et Marx, hein, et entre autres à cause de ce que vous venez de dire. Oui, très brièvement, mais juste des souvenirs. C'est-à-dire, d'une part, moi, il m'a toujours dit que le plus grand après Hegel, c'était Marx. Voilà, et il retenait qu'un nom. Hein, mais tout en disant la distinction entre Marx lui-même et ceux qui s'est réclamé de lui après. Et donc là, il y a la fameuse théorie de Bernard Bourgeois de la parenthèse, hein, si je puis dire, c'est-à-dire cette idée que la parenthèse s'est refermée en 1990 et que finalement après ça a donné finalement raison à Hegel, hein, c'était ce qu'il disait fréquemment. Marx avait été un sévère contradicteur de ce qui n'était pas chez Hegel, et c'est
notre discussion, c'était notre discussion permanente. Donc lui tranchait sur finalement Hegel avait raison. Et moi j'en reste encore à la position inverse, mais c'était un débat très stimulant et passionnant. Tout à fait. Et puis je voulais juste rappeler quelque chose, parce que pour moi c'est vraiment associé à Bernard Bourgeois, c'est la manière dont il a retenu jusqu'en 2006 la parution de sa traduction de la phénoménologie de l'esprit. Parce que, vous savez pourquoi? Il m'a dit. Oui, pourquoi. il me l'avait dit, oui. C'était parce que, normalement, Jarzig la barrière devait travailler dessus depuis longtemps. Ah, il y a aussi une autre raison. Enfin, moi, il m'en a donné une autre qui est admirable. Oui. Il ne voulait pas être le premier à faire paraître une nouvelle traduction de la phénoménologie après Jean-Hippolyte. Donc il voulait que d'autres ouvrent les hostilités, si je puis dire. Mais lui ne voulait pas être le premier. Ça dit tout du rapport de Bernard Bourgeois à ses propres maîtres et à la tradition. Oui, mais c'était aussi une des raisons où je lui ai exprimé d'emblée mon admiration et ma gratitude, c'est de nous avoir enfin livré des traductions. Il avait déjà commencé, mais de cet ouvrage essentiel, surtout pour nous marxistes, de la science de la logique. J'en reviens également à la personne dont je vous ai parlé, qui est elle-même la charmante dame qui aurait pu être là peut-être ce soir, qui nous a amené les livres chez Brun de toute façon, et qui m'expliquait ce que nous avions tous vécu et constaté, c'était que dans les bribes de traduction qui existaient en Jarzig la barrière, moi je dis, c'est pas une traduction en français, c'est une traduction en Jarzig la barrière, une espèce d'idiome incompréhensible de qui que ce soit à part ses locuteurs, qui sont assez peu nombreux. Et donc on a la première traduction française. Et la meilleure preuve en était que cette dame, qui est d'origine suisse-allemande, mais parfaitement francophone et qui a fait ses études de philosophie largement en France, a reconnu devant moi, elle me dit oui, effectivement, quand je lisais le texte de Hegel en allemand, que je comprends parfaitement en allemand, et moi qui maîtrise parfaitement le français, quand je lisais la traduction antérieure, je ne vais pas renommer ceux que j'ai déjà bien débinés, et ben j'y comprenais rien. Et je pense que Bernard en était parfaitement conscient. Voilà. Mais ça n'empêche que les deux raisons sont peut-être des contradictions en procès. Voilà. En tout cas, merci, bravo. Merci à vous. Les livres que Bernard a présentés ici, ses traductions ou les livres qu'il a écrits, dont il a été question, sont François Dagonier, Réflexion et méditation. Il m'est arrivé, dans telle circonstance dramatique de la vie, d'entendre François Dagonier se livrer devant moi à quelques réflexions qu'on aurait pu appeler métaphysiques. La chose était rare de sa part. Il avait rompu avec la métaphysique critiquée par Kant, mais aussi et surtout avec celle que ce dernier avait voulu sauver comme science. Pour lui, au fond, mieux valait encore Spinoza que Kant, sa bête noire, si je puis dire. Il avait toujours vu dans mon intérêt pour Hegel un désaveu, qui m'était assurément fort étranger, de la démarche kantienne. Il considérait en effet, et à juste titre, à l'encontre d'une interprétation répandue notamment en France, cette démarche, pour reprendre le couple kantien jugement déterminant, jugement réfléchissant, comme étant une détermination de l'objet, mais il l'a jugée en vérité négatrice de l'objet, puisque celui-ci doit d'abord, pour notre ami, être accueilli réflexivement. Dagonier est le philosophe qui, toujours et surtout, réfléchit. Car le sens n'est jamais donné immédiatement par les choses. Il est construit par réflexion sur elles. Les actes, eux aussi, appellent la réflexion sur eux. Pendant sa pleine activité professionnelle, universitaire et institutionnelle, après les sessions des jurys qu'il présidait, les séances des comités où il siégeait régulièrement, nous revenions le soir dans de longues conversations parisiennes ou d'interminables entretiens téléphoniques lyonnais sur les discussions et décisions marquantes de la journée. Certes, pour mieux assurer les suivantes, mais aussi et d'abord pour mieux savoir ou savoir tout court ce qui avait eu lieu. Aucun immédiat ne devait rester tel. Il n'avait d'être vrai que médiatisé par la réflexion. Cependant, si l'être, l'objet, la chose, le corps, l'acte, l'esprit n'est véritablement que réfléchi,
La réflexion avérante n'a d'être que si elle est elle-même inversement et réciproquement objectivée, désubjectivée, arrachée à tout ce qui pourrait la dissoudre dans une inféconde et illusoire introspection. Dagonier, le Comtien, savait que le sujet ne se sauve que par l'objet accueilli en lui-même. La réflexion intérieure laisse trop le sujet en proie à lui-même. Il lui faut s'extérioriser, dans les dessins et les graphes, mais d'abord dans l'écriture. Et il est bon de s'astreindre à écrire 1 page par jour sur ce que, ainsi, l'on pense mieux. Mais plus objective que la réflexion à 1, même écrite, est la réflexion à 2. L'ami, déjà objectif davantage. Et Dagonier cultivait l'amitié aussi pour sa vertu épistémologique. Et le mieux, c'était quand 2 amis, les soirs de juillet dans les années 70, incarnaient leur dialogue en faisant 2 fois le tour du Luxembourg. Les idées débattues en marchant, c'était déjà la marche des idées. S'il ne doit pas y avoir d'immédiat, qui ne soit médiatisé ou réfléchi, il ne doit pas non plus y avoir de réflexion ou de médiation qui ne se fasse en elle-même immédiate, et le plus immédiatement immédiate. Corps réfléchi. Oui, mais tout autant, réflexion prenant corps. Toutefois, le corps propre, à l'âme, est encore subjectif. La véritable incorporation de la réflexion réclame son application au corps qui n'est pas déjà pleine d'âme, mais qui bien plutôt remplit l'âme de sa donnée immédiate, la donnée sensorielle en sa matérialité originaire, l'idée native du corps. Cette idée en toute son élaboration, éducation, spiritualisation ultérieure, ne doit pas s'imaginer à tort que, tout en s'arrachant à ce corps, elle prend pour objet encore plus vrai elle-même, soit comme pur sens subjectif dans l'entreprise herméneutique, soit comme sens objectif immatériel dans l'entreprise métaphysique. La réflexion s'illusionne sur elle-même en se faisant réflexion sur la réflexion, l'idée de l'idée. Elle n'est vraie que si, en toute sa complexification, elle reste réflexion sur le corps, la matière, la nature ou le physique, bref, l'idée du corps. Le matériologue Dagonier reste fidèle à Spinoza. On reste bien toujours l'homme de sa thèse, même de celle d'abord projetée que l'on n'a pas écrite. Le lien absolu qu'il affirma entre la réflexion et l'intuition, la médiation et l'immédiat, détermina la conception que François Dagonier se fit de la philosophie qu'il pratiqua et illustra. C'est une conception qu'on pourra juger restrictive, mais qui lui assurait une objectivité ou vérité permettant un débat fécond des philosophes entre eux et avec les scientifiques. Cela dans un usage réellement public de la philosophie. Dagonier philosophant n'entre donc pas dans les questions métaphysiques. Il s'y intéresse assurément, en historien de la culture et de la philosophie, mais aussi en tant qu'homme, et l'entretien que j'évoquais pour commencer en est la confirmation. Rien de ce qui est humain ne lui fut étranger, et pas seulement en tant qu'il fut curieux de tout, mais la réflexion non objective et objectivable sur les questions dernières demeure chez lui, en lui, dans son usage privé, exemplairement discrète. La réflexion étincelante du philosophe laissait bien, en lui, toute sa place à l'humble méditation de l'homme. François Dagonier, Réflexion et méditation, par Bernard Bourgeois.